Je pense que l'holacratie, c'est super. C'est vraiment, si on doit mettre un curseur entre d'un côté l'entreprise traditionnelle, très hiérarchique, et puis de l'autre côté l'entreprise holacratique, euh, je pense que le curseur, plus il va du côté de l'holacratie, plus c'est sain. C'est sain pour les humains, pour le fonctionnement, dans l'intérêt des collaborateurs, mais aussi de l'entreprise. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Jean-Marc Willistorff, directeur de la société lausannoise créatrice de logiciels RH pour les entreprises. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme Gammadia dans son ensemble, on parle de la raison qui l'a poussé à la reprendre et on parle des logiciels, donc de leurs logiciels, on parle de l'humain, de relations humaines et du domaine RH, de la culture d'entreprise et notamment la leur, d'agilité et d'holacratie. On aborde légèrement la thématique de l'IA, donc de l'intelligence artificielle et bien d'autres points. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Jean-Marc et c'est certainement un modèle d'entreprise sur lequel je vais me baser car selon moi, c'est un bel exemple. Je te souhaite un excellent épisode. Jean-Marc, le 3 juillet 2020, tu m'as dit que la taille idéale d'entreprise pour toi était entre 20 et 40 personnes. Tu m'as dit en dessous, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble générale et en dessus, on commence à ne plus connaître tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est des notes que j'avais prises de notre première rencontre Zoom à l'époque. Et donc moi, je souhaitais savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui Gammadia. Alors effectivement, on a déjà dépassé la limite que je m'étais donnée. Non, c'est vrai que j'ai une première expérience entrepreneuriale où on est passé de 2 à 90 personnes. Et puis le sweet spot, la zone qui me parlait bien, c'était de 20 à 40 personnes. Effectivement, en dessous, on a beaucoup de dépendance sur les gens, on manque de ressources spécialisées sur différents domaines. Et puis au-dessus, tout change, les rôles des uns et des autres changent, c'est moins confortable pour moi. Donc j'ai toujours gardé en tête que je souhaitais rester dans cette zone de 20 à 40. Et puis, la vie fait que les choses avancent, le business avance, les opportunités sont là. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a gentiment dépassé ce chiffre, on est à 42 ou 43 personnes aujourd'hui et tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a une limite ? Tu te fixes une limite maintenant que tu as eu cette expérience-là et que tu sais que finalement, si tu dépasses trop, tu vois, tu as parlé de 2 à 90 personnes, donc 90 personnes là, on est vraiment à plus du double. Est-ce que vous freinerez ? Non. Tu penses déjà à ça ? Non, mais ce que je me rends compte, c'est que les choses sont différentes aussi. À l'époque, on était sur 3 sites. On avait une succursale en Suisse alémanique, une autre au Tessin. C'était plus compliqué pour X raisons. Plus compliqué de créer aussi une culture d'entreprise unique avec ces 3 sites. Ici, aujourd'hui, on fonctionne différemment. On est tous à Lausanne. Le produit est différent, le moment est différent. Moi, je ne suis aussi pas dans le même moment de ma vie que j'étais à l'époque. Donc, je suis très confortable à dépasser ce chiffre. Donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de limite. C'est le marché qui nous amène et les opportunités qui font qu'on avance et on est ambitieux, on veut aller plus loin, donc on va continuer à grandir. Quand tu dis on, c'est qui on ? On, c'est toute l'équipe en fait, Okay. toute la boîte. C'est un travail d'équipe, en groupe, ouais. Et puis ensemble, on construit, on évolue, puis on regarde ce qu'on peut faire, où sont les opportunités, encore une fois, et puis ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a une ouverture vers la Suisse allemande qui fait qu'on va compléter les équipes pour attaquer le marché suisse alémanique. Ça, c'est assez récent ? Ça fait 2-3 ans qu'on y Ouais, pense. okay. Ça fait 2-3 ans qu'on a déjà des clients côté suisse alémanique, mais plutôt en mode réactif. Et maintenant, on veut passer en mode proactif. Donc, on a commencé à engager des gens qui sont bilingues ou qui sont de langue maternelle suisse alémanique. Et puis, on a aussi fait évoluer l'application pour qu'elle soit plus ouverte et prête pour aller côté suisse alémanique. Et peut-être au-delà après. Et où en Suisse allemande ? Alors, on ne va pas ouvrir une succursale en Suisse alémanique. Okay. On va faire depuis ici et c'est ici qu'on engage les personnes pour le faire. En fait. Comme on n'a pas de produit physique, on a moins besoin d'avoir une proximité, d'avoir une antenne sur place côté suisse alémanique. Donc, on va commencer comme ça, puis après, on verra où ça nous amène.
Ok. Tu as parlé de culture d'entreprise, c'est un point que j'aimerais dont on parle plus tard. Mais avant qu'on continue, qui es-tu, Jean-Marc? Cette C'est une question. question philosophique, hein. Alors, qui suis-je? Je suis un père de quatre enfants, 2 adultes et 2 jeunes bientôt adultes. Je suis un mari, je suis un entrepreneur. Euh, je crois que dans mon sens, je suis vraiment entrepreneur. Je viens d'une famille de commerçants et puis je me sens bien dans le monde de la PME et dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui me convient le mieux. J'ai travaillé un tout petit peu dans une corporate, une grande banque, qui est gentiment en train de disparaître en ce moment. Et puis, ça ne m'a pas plu du tout. C'était une taille qui me convenait pas. Et puis, j'ai aussi travaillé pour collaborer avec des startups, le monde vraiment de la startup. Là aussi, c'était moins mon domaine d'activité. Je me sens vraiment bien dans la culture de la PME, en fait, de la taille et la mentalité de la PME. Et comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça? En testant. Cette année dans la banque m'a vraiment montré tout ce que je voulais pas. Je savais pas encore ce que je voulais faire à l'époque, mais j'avais compris à ce moment-là ce que je voulais pas. Et puis après ma première expérience entrepreneuriale, une fois que je suis sorti, j'avais vendu l'entreprise. J'ai participé à différents projets dans les startups. Ça, je pensais que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup d'accompagner, coacher, être dans les conseils d'administration des startups. C'était super intéressant, super varié. Mais je me suis rendu compte petit à petit que je n'étais pas très heureux. Il me manquait quelque chose et ce qui me manquait, c'était ce côté entrepreneurial. J'avais de nouveau besoin de construire quelque chose et de créer quelque chose avec une équipe. Et c'est ce qui me plaît le mieux. C'est comme ça que je l'ai compris, en fait. Tu as cité cette entreprise que tu as repris ou racheté en 1990, donc Geronimo. Ouais. Que je vais co-créer, en fait. Que tu as co-créé, co-créé. Et puis, donc, vous êtes passé de 2 à 90 employés, comme tu l'as dit. Ça, en termes de ligne d'année, donc 1990, tu es sorti de cette banque et tu as co-créé Geronimo, ou il y avait quelque chose avant? Non, j'ai travaillé une année dans la banque, ensuite j'ai voyagé, ensuite je me cherchais un peu, et puis ensuite j'ai créé l'entreprise. Donc il y a eu 2-3 ans entre deux, effectivement. Puis j'ai construit, géré Geronimo pendant 20 ans, jusqu'en 2009. Et en fait, je te pose la question par rapport à... Enfin, je t'ai demandé en fait comment est-ce que tu t'es rendu compte. Parce que, ben, ok, voilà, tu as vu qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas. Tu as testé et tu as vu que ça ne te plaisait pas. Mais tu aurais pu aller bosser dans une petite boîte. Tu vois, tu aurais pu partir et bosser dans une PME. Mais non, tu as décidé de co-créer une boîte. Et je te dis ça parce que, par exemple, si je prends l'exemple de mon père, lui, il était associé dans une entreprise où il gérait toute une partie, on appelle ça le courant faible. Je ne sais pas si tu es un peu familier avec voilà, mon père était électricien à la base. Ok, voilà. Donc voilà, donc courant faible. Et à un moment, il s'est dit, en fait, tout ce que je fais, je crois que je peux le faire pour moi. Parce qu'il faisait tout ce qu'il aurait pu faire, et en l'occurrence, ce qu'il a pu faire et ce qu'il fait aujourd'hui. Mais toi, c'est différent. Toi, tu n'étais pas en la banque et tu vois, tout ce que faisait la banque, potentiellement, tu ne peux pas dire, tout ce que fait cette banque, je peux le faire à côté, quoi. En plus, vous avez créé un leader dans le marché, c'est quoi, des cartes de crédit, hein? Terminaux de paiement par carte. Terminaux de paiement, exactement. On n'a pas créé un leader, on a vraiment créé une petite boîte, minuscule petite boîte. C'était une start-up, mais on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Le terme n'était pas utilisé à l'époque. Donc, et puis petit à petit, on a pris une position sur le marché, on a grandi, et puis on est devenu effectivement numéro 2 en Suisse sur ce marché. Et donc ça, tu penses que c'est parce que tu viens d'une famille de commerçants qu'il y a eu cette fibre-là? Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose de ce que j'ai pu voir en tant qu'enfant, adolescent, ça ouvre des possibilités. Je pense que oui, je pense que ça peut influencer. Si j'étais né dans une famille d'employés, peut-être que j'aurais pas eu cette
vision, cette fibre-là, effectivement. Ouais. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à l'époque, mais avec le recul, quand je demande à mes copains de l'époque, eux pensaient que j'étais entrepreneur. Okay. Et puis moi, je ne pensais pas du tout à ça, quoi, en fait. Tout était ouvert, en fait. Okay. Sauf la banque. Sauf la banque. Comme tu dis, je pense que parfois on a des difficultés à savoir ce qu'on veut, mais au moins quand on sait ce qu'on ne veut pas, voilà, il y a au moins un filtre qui se fait. Oui, c'est clair, ça aide. Et donc Gamadia, là par contre, c'est une reprise. Hein? Oui, exactement. Ouais. Pourquoi avoir repris Gamadia? Eh bien, durant cette période où j'ai participé à différents projets dans les startups, je me suis rendu compte qu'il me manquait mon projet, il me manquait ce rôle d'entrepreneur. Je me suis mis à la recherche d'un projet ou d'une idée. J'avais quelques idées, j'ai testé à gauche à droite, et puis en parallèle, j'ai regardé différents projets. J'ai participé à plusieurs entreprises qui cherchaient soit un repreneur, soit un investisseur, mais quelqu'un qui allait reprendre l'entreprise. Et puis, il existait à l'époque une sorte d'agence matrimoniale qui mettait en liaison des entreprises qui cherchaient de l'aide, de l'argent, des compétences, et de l'autre côté, des gens qui cherchaient à investir ou à participer à un projet d'entreprise. Et ça s'appelait Capital Proximité, et c'était une plateforme intéressante qui permettait de faire beaucoup de rencontres et de trouver quelque chose qui pouvait être intéressant. Elle n'existe plus aujourd'hui? Non, elle a été reprise. Voilà, ça a fini par disparaître aujourd'hui. Je trouve que c'est dommage. Une idée? Peut-être. Et puis j'ai rencontré cette entreprise. J'avais 2 autres entreprises dans lesquelles j'étais aussi impliqué à ce moment-là. Et puis celle-ci m'a particulièrement intéressé. Je me suis mis en contact avec les 2 fondateurs. On a discuté, négocié, on a parlé de s'associer. Puis finalement, ça ne me convenait pas. Et puis j'ai fait une proposition pour reprendre l'entreprise. Mais il y a un deuxième associé, c'est juste? Alors, j'ai repris l'entreprise seule à ce moment-là, Okay, et d'accord. puis rapidement, j'ai fait entrer deux personnes qui étaient importantes pour moi. Une personne qui est effectivement associée, qui est active dans l'entreprise, qui travaillait déjà avec moi chez Geronimo avant, Okay. et puis une autre personne qui est externe, qui était déjà administrateur chez Geronimo, qui est administrateur aujourd'hui de l'entreprise et voilà, qui est un ami et qui est aussi un sparring partner intéressant pour moi, avec un œil externe à l'entreprise. Ok. Ah, intéressant. Donc, en fait, tu as repris ce socle de Geronimo. Alors, j'ai repris effectivement des personnes qui étaient intéressantes à ce moment-là. Une autre personne qui nous a rejoint encore après coup, effectivement. Donc, et puis, je garde toujours contact avec les personnes chez Geronimo, avec qui on avait beaucoup de contacts à l'époque. On va manger une fois par année ensemble. Donc, ça, c'est important aussi de garder ces liens-là, quoi. Mm-hmm. Tu as toujours recherché ou cherché les liens, les relations humaines. Et je dis ça comme ça, peut-être ça sort de nulle part pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais c'est un point que j'avais noté, EO. Entrepreneurs Organization, c'est ça, hein, ouais. Donc cette organisation dont tu fais partie depuis quelques années maintenant, tu as toujours recherché ça? Ouais, peut-être avant de parler de IO, pour moi, mon job, c'est l'humain en fait. Moi, je ne suis pas un entrepreneur qui a un métier. Je ne suis pas un artisan. J'ai des amis qui sont graphistes, ébénistes, etc., qui ont des équipes, qui ont des entreprises, belles entreprises, mais ils ont d'abord un métier. C'est les meilleurs dans leur domaine d'activité. Moi, je suis le meilleur dans rien dans cette boîte. J'ai fait une formation commerciale, une école de commerce, maturité commerciale à Genève, et puis du coup, j'ai pas de spécialité. Je suis pas un artisan dans le sens noble du job que font ses amis. Donc mon job, c'est de réunir les bonnes personnes pour faire avancer le projet, en fait. Comme j'ai commencé ma première boîte, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Quand il a fallu recruter, j'ai recruté systématiquement des gens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient meilleurs que moi, qui connaissaient leur domaine. Je pouvais pas... fallait que j'accepte. C'était évident qu'ils étaient meilleurs que moi. Et puis du coup, je me positionnais sur un autre domaine. Et mon rôle, c'était plus
trouver les bonnes personnes, d'organiser, d'avoir cette vision, de tirer en avant, etc. Et donc les humains sont très importants et mon job principal, c'est de réunir les meilleures personnes et de les faire fonctionner le mieux possible ensemble, en fait. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, ou coordinateur. Coordinateur. Qui est un terme que j'aime bien, effectivement. Ouais. Coordinateur, c'est une bonne entrée dans une des thématiques que je veux qu'on aborde, qui est l'agilité, qui est l'organisation en cercle. Bicorp aussi. En fait, c'est vraiment toute votre culture d'entreprise. Comment est-ce que tu décrirais la culture de Gamadia? Je garde Dio pour tout à l'heure parce que j'en parle volontiers. Comment je décrirais la culture de Gamadia, tu m'as demandé? J'ai bien envie qu'on pose cette question plutôt à l'équipe qu'à moi. C'est plus à eux de le dire, mais je pense qu'on a une culture qui est forte, on a des relations qui sont importantes dans tout ça. On a une culture... la peine à définir ça comme ça. Au vol, on a une culture des équipes, des humains. On est très dans l'humain, de par nos métiers. Nos applications touchent toutes à l'humain, en fait. Et puis, on a une culture du client aussi, où on est à l'écoute, on fait évoluer nos applications en écoutant beaucoup, en échangeant beaucoup avec nos clients. Donc là aussi, c'est l'humain chez nous et c'est l'humain chez nos clients, en fait. Donc peut-être... culture du partage, une culture de l'humain, quoi, je dirais. Et je t'ai posé cette question parce que quand on entre dans vos locaux, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais on est dans vos locaux. En tous les cas, c'est un point que je citerai à l'intro, ou je ne sais plus où je le cite, mais je le citerai. Tu sens qu'il y a de la vie, tu sens qu'il y a... Enfin, c'est aussi parce que c'est les salles de séance qui sont, on va dire, atypiques, tu vois, avec une cabine qui est dans vos locaux, c'est des open space. Là, avant, je suis passé, quand je remplissais la carafe d'eau, il y a une de tes collègues qui était là et je lui ai dit, bon, on est bien ici. Puis elle m'a dit, ah oui, on est très bien. Et... C'est pour ça que je te pose la question, mais c'est aussi parce que aujourd'hui, depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, vous êtes Bicorp, vous avez obtenu la certification, le label Bicorp. Et je le répète, je l'ai dit avant dans l'épisode précédent. Donc précédent, l'épisode avec Paul Charmiot de Magic Tomato. Eux aussi sont Bicorp, donc Bicorp qui est ce label le plus poussé en termes de développement durable et social. Et donc, j'imagine que tout ça, donc l'agilité, vous fonctionnez avec la méthodologie Scrum, l'organisation en cercle, c'est quand même assez horizontal, façonne une certaine culture. Je ne crois pas que tout le monde veuille ou puisse évoluer dans ce genre d'entreprise. Et c'est pour ça que je te pose la question. Aussi, finalement... Quand tu as repris Gamadia, c'est toi qui as mis un cap, c'est toi qui l'as dirigé dans un certain sens. Pourquoi ce sens-là? Tu vois, et pourquoi pas un autre? Tu venais du domaine bancaire. Comment est-ce que c'était chez Geronimo? Est-ce que c'était déjà horizontal, plat? Est-ce qu'il y avait des cercles? Est-ce que c'était agile? Alors non, on n'était pas en méthode agile, on n'était pas en cercle, mais les bases étaient là en fait. Okay. Chez Geronimo, on m'a souvent demandé de dessiner l'organigramme de la boîte et c'est un exercice que je détestais faire. J'arrivais pas à me retrouver dans un organigramme pyramidal classique, mais j'arrivais pas à le dessiner autrement. Et puis en recommençant ici l'aventure entrepreneuriale, je me suis de nouveau retrouvé à devoir clarifier les rôles, à devoir clarifier l'organisation, etc. Et puis j'ai de nouveau pas envie du tout de repartir là-dedans. Et là, on a découvert les cercles qui viennent de l'holacratie,
qui est quelque chose de très intéressant, vers lequel on ne veut pas aller, mais parmi les différents aspects de l'holacratie, il y a les cercles qui pour moi ont été une révélation, parce que c'était soudain la manière de présenter les choses comme on les vivait déjà, en fait. Donc ce n'est pas les cercles qui nous ont vraiment complètement influencés, mais ça a permis de formaliser quelque chose qui était déjà là, en fait, et de l'améliorer encore. Donc voilà, ça existait déjà chez Geronimo, si j'y pense avec le recul, mais on ne l'avait pas découvert et on ne l'avait pas verbalisé ou formalisé comme ça. Mm-hmm. Et justement, tu as parlé d'holacratie. Tu m'en as parlé le 3 juillet 2020. Je t'avais posé la question. Et tu m'avais dit que... je vais le lire. C'est une note que j'avais prise. Tu voyais ton entreprise comme une entreprise participative, mais tu n'étais pas OK à 100% avec le modèle libéré. Donc, dit holacratie. Donc ça, t'as pas changé par rapport à ça? Non, j'ai pas changé. Je pense que l'holacratie, c'est super. C'est vraiment, si on doit mettre un curseur entre d'un côté l'entreprise traditionnelle, très hiérarchique, et puis de l'autre côté l'entreprise holacratique, je pense que le curseur, plus il va du côté de l'holacratie, plus c'est sain. C'est sain pour les humains, pour le fonctionnement, dans l'intérêt des collaborateurs, mais aussi de l'entreprise. Maintenant, c'est peut-être pas possible dans tous les domaines d'activité, peut-être ça correspond pas à tout le monde, donc je veux pas donner de leçons ou quoi que ce soit, mais je pense que la direction vers l'holacratie est plus intéressante que la direction vers le modèle classique. Mais le dernier bout pour aller vers l'holacratie pure, ça me convient moins, en fait. Pour différentes raisons. Le côté, quand tu parles d'entreprise libérée, c'est un terme que j'aime pas du tout, parce que ça veut dire que toutes les autres entreprises sont enfermées, etc. Libérantes, libératrices, tout ça. Enfin, ça c'est pas, à mon avis, pas la réalité. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas holacratique qu'on est une entreprise non libérée. Enfin, il y a tout un chemin. Il faut juste chacun trouve sa position quelque part sur ce spectre entre ces deux extrêmes. Pour nous, le curseur, il est vraiment assez du côté de l'holacratie, mais on n'ira pas sur le dernier bout a priori. On peut toujours changer d'avis, mais pour l'instant, c'est pas l'idée, parce que... tu me feras signe. Comment ? Tu me feras signe. Non, mais j'en parle autour de moi. Ça m'intéresse d'avoir des retours. J'ai été visiter 2-3 entreprises qui sont en holacratie, et puis ça m'a confirmé des bons côtés, puis ça m'a confirmé ce que je souhaitais pas obligatoirement aller. LIP, par exemple, Coca, etc. Et puis, j'ai pas mal discuté avec Michel Perrin aussi de ces sujets. Donc c'est génial, c'est super intéressant. Il y a juste un bout qui à mon avis, va un peu trop loin. Mais quel est ce bout dont tu parles ? C'est le côté prise de décision, à un moment donné, le côté tranché. Pour moi, plus l'entreprise est participative, mieux c'est. J'espère qu'on est le plus horizontal et le plus participatif possible. Mais néanmoins, il arrive à certains d'entre nous, à un moment donné, de devoir trancher dans l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du client, et donc l'intérêt de l'entreprise. Parfois, effectivement, ça peut paraître moins participatif et un peu plus directif. On le fait lorsque c'est nécessaire, on le fait après consultation, on le fait en essayant de tirer les gens en expliquant le pourquoi de ces décisions. Mais je crois que c'est aussi dans l'intérêt des équipes que d'avoir à un moment donné des positions qui peuvent être tranchées lorsque c'est nécessaire, en fait. Et le côté holacratie qui est à ce moment-là beaucoup plus partagé sur cette prise de décision finale me semble problématique. Mais c'est un avis. Oui, tout à fait. Mais d'après ce que j'ai compris ou pu comprendre, des différents échanges que j'ai eu avec Michel Perrin, par exemple, où il y a un exemple qui m'avait donné que je trouve très parlant, c'est le fédéralisme. Aujourd'hui, en Suisse, les cantons ils ont une marge de manœuvre, il y a certaines décisions qui peuvent être prises sans demander l'avis au Conseil fédéral. Et à un moment donné, Covid, c'est le Conseil fédéral qui intervient et qui prend les décisions.
Moi, d'après ce que j'ai compris, en tout cas du modèle que Uditis a mis en place, c'était justement une similitude. Donc, à un moment donné, eux ont fait des acquisitions, euh, ils ont dû se séparer de certaines personnes. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'était pas justement, c'était pas du participatif à 100%, quoi. Tu vois, s'ils avaient des décisions à prendre, bah, ils les prenaient sans consulter tout le monde. Mhm. Donc, donc, c'est pour ça que je te pose la Ouais, question. mais là, c'est l'urgence. D'accord. Hein, il y a le Covid, il faut que le Conseil fédéral reprenne les choses en main. Dans l'entreprise, ça peut arriver aussi. Et puis, même dans une entreprise de la critique, je pense que s'il y a une urgence, on peut imaginer ça. Mais c'est une exception. Ça ne Oui. devrait pas, ou Oui. ça arrive rarement. Après, dans le daily business, dans le fonctionnement, de temps en temps, il faut que quelqu'un tranche. Et ce n'est pas une urgence, ce n'est pas indispensable, mais ça fait avancer les choses. Et puis, donc, ouais, je pense que c'est quand même intéressant qu'il y ait quelqu'un qui... Mais pas que moi, hein. Chez nous, on a des cercles, et les gens sont des rôles dans ces cercles, le rôle de coordinateur des cercles, et puis ils peuvent aussi prendre des décisions. À un moment donné, ils peuvent aussi trancher à l'intérieur des décisions qui concernent leur cercle, en fait. Donc, mais simplement, c'est un mélange entre du participatif et, à un moment donné, quelqu'un qui peut trancher. Et ce moment, il se donne quand? Je te pose la question parce que ça m'intéresse vraiment par rapport à Will I Telecoms, donc l'entreprise dans laquelle je suis. Là, on a commencé à leur parler de cercle. C'est marrant, on n'est que 13 personnes, donc tu vois, toute petite boîte. Et je vois et je ressens et j'entends déjà des réticences par rapport à ça. Pas certains disent ouais, mais à un moment donné, qui est-ce qui tranche, comment, si, pourquoi, blablabla. Mhm. Et donc ça m'intéresse vraiment de savoir donc quels sont ces moments parce que tu veux donner le plus d'autonomie possible aux gens au sein des cercles. Mais quand est-ce que va intervenir ce coordinateur? Ça se fait assez naturellement, en fait. Ok. Si tu veux, Et- on a il a ce titre, pardon, il a ce titre de coordinateur, il ou Oui, elle. Ok, oui, ok. oui. Donc c'est défini. Chaque cercle a un coordinateur, mais le D'accord. coordinateur n'est pas le chef. Le coordinateur n'est pas le manager du cercle. Il est là pour faire en sorte que ça se passe bien dans le cercle. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait les bonnes ressources, il faut que les choses soient fluides, les choses soient dites, les choses soient organisées. Donc, il fait en sorte que tout ça se passe bien. Et puis, il communique au cercle et du cercle vers les autres cercles. Euh, Ça peut parfois ressembler à une partie du rôle d'un chef, mais le positionnement n'est pas le même. Le positionnement de la part du coordinateur vis-à-vis des membres du cercle n'est pas un positionnement de chef qui doit tout décider, qui a le pouvoir, etc. Et puis de la même manière, la position du collègue, du collaborateur qui est dans le cercle ne va pas regarder le coordinateur comme celui à qui je dois reporter, celui qui va prendre les décisions. C'est plutôt un des rôles dans le cercle, en fait. Il y en a d'autres. Euh, donc il y a ce côté qui doit parfois trancher, mais c'est plutôt exceptionnel. Et puis le reste du temps, c'est plutôt une collaboration. Et si le coordinateur dit quelque chose, c'est dans son rôle de coordinateur, dans sa position de coordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il décide, ça ne veut pas dire qu'il tranche, ça ne veut pas dire non plus que les gens se mettent dans une position de ah, mon chef m'a dit ça, je dois le faire, je vais demander à mon chef, etc. On veut casser cette chose-là. Donc il n'y a pas une hiérarchie réelle, mais il y a quand même un rôle qui a un peu plus de responsabilité, qui est ce rôle de coordinateur. Donc c'est une nuance un peu floue, qui n'est pas tout blanc, tout noir, mais qui change beaucoup de choses quand même, qui change la posture des gens à l'intérieur du cercle. Ils peuvent plus s'exprimer. On ne va pas les brimer, on ne va pas leur dire t'es pas le chef, tais-toi. On ne va pas leur dire je suis le chef, fais comme je te dis. Ça va beaucoup plus être dans une discussion. Et c'est beaucoup plus intéressant aussi. Et eux ont une posture différente et le coordinateur a aussi une posture différente. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours en fait. Je t'avais posé la question, je crois que c'était par WhatsApp, par rapport à la semaine de 4 jours. Mm-hmm. Tu m'avais dit, je sais plus, j'ai même pas regardé, mais tu m'avais dit, on en parlera. Donc parlons-en. Et je te pose la question à toi parce que justement, Bicorp, Agile,
cercle. Hmm. Donc bon, voilà, vous êtes pas holacratique, mais voilà, tu vois, vous êtes quand même très proche. Et la semaine de 4 jours, pour moi, pareil comme un projet parlant pour des entreprises comme Gamadia, comme Uditis, comme Loico, comme Coca, comme voilà, Magic Tomato. Alors nous, on essaye plein de trucs, on aime bien, ça nous intéresse de voir, on suit effectivement ces mouvements-là. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de flexibilité, on a beaucoup de gens à temps partiel chez nous, des hommes et des femmes, différemment. Les gens ont un taux d'activité flexible, c'est-à-dire qu'ils sont engagés à peut-être à 100%, et puis ils peuvent bouger à 80% quand ils veulent et revenir à 100% quand ils veulent. Donc il suffit de l'annoncer, on fait ça pour le mois prochain, on essaye de ne pas changer tous les mois, ça devient un peu compliqué. On a un chouette outil pour gérer ça. mais effectivement, les gens ont la liberté de dire, OK, maintenant j'ai un enfant, j'aimerais réduire un peu mon temps de travail, donc je passe à 80. Ou à contrario, quelques mois plus tard, j'ai un enfant, maintenant j'ai besoin d'un peu plus d'argent, donc je remonte à 100%. Donc ça fait partie de la flexibilité. Les horaires sont flexibles. Les gens viennent travailler quand ils veulent. Ils doivent faire un certain nombre d'heures, mais il y a des gens qui viennent très tôt et des gens qui viennent plus tard, etc. Les gens peuvent travailler dans le train aussi, s'ils viennent en train ou en bateau. C'est aussi des heures qui peuvent être comptabilisées. Donc, on essaie de donner cette flexibilité. Sur le télétravail aussi, on pense que le présentiel est important parce que pour créer cette culture d'entreprise, pour créer des liens, pour créer cette alchimie entre les gens, on pense que le fait d'être face à face a ce petit plus qu'on n'a pas en télétravail. Puis de l'autre côté, on fonctionne très bien en télétravail. On a mesuré un peu les performances entre le présentiel et le télétravail. Ça marche très bien. Donc on n'a pas de réticence envers le télétravail, mais on pense que le présentiel a ce petit plus. Donc on dit on veut être en majorité en présentiel. Donc le taux, c'est entre 40 et 50% de télétravail et il reste en présentiel. Et puis les gens s'organisent comme ils veulent. On fait ça sur un mois, donc ils peuvent venir travailler 2 semaines et puis ensuite être en télétravail pendant 2 semaines, etc. Enfin, tu as compris le principe. Donc, toute cette flexibilité-là, elle est très intéressante. Et puis, on voit apparaître cette semaine des 4 jours, effectivement. On entend parler à gauche, à droite. Moi, j'ai un peu écouté, suivi, regardé. C'est chouette. Globalement, je pense que la tendance à travailler moins, elle me paraît juste. On est vers un mouvement où on augmente les vacances, on diminue le taux les heures de travail par semaine, etc. Donc ça va dans le bon sens, ça me semble sain. Maintenant, j'ai plus de doutes sur la productivité, l'augmentation de la productivité en travaillant 4 jours par semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille 5 jours par semaine, on a une certaine productivité. Et puis, parfois, on est très productif par moment, parfois, on est très peu productif par autre moment, puis parfois, on est un peu entre deux. Parfois, on boit un café avec un collègue, on discute de n'importe quoi. Parfois, on se croise un autre dans le couloir, on commence à discuter d'un truc, puis il y a quelque chose qui rebondit, puis ça devient intéressant, puis intéressant pour l'entreprise, je veux dire, donc ça devient productif, partie de quelque chose qui ne l'était pas. Donc tout ça, c'est la vie de l'entreprise et ça fait partie aussi du fait de s'apprécier, du fait d'avoir une culture ensemble, du fait de bien se connaître et de bien fonctionner ensemble. Donc si on voulait être aussi productif en 4 jours qu'en 5, à mon avis, il faudrait enlever tous ces moments. Et il faudrait probablement enlever la machine à café, il faudrait probablement enlever et puis d'être vraiment, de condenser la productivité sur 4 jours. Et à mon avis, on serait malheureux parce qu'on perdrait ce côté humain et on s'approcherait de la machine et puis c'est pas ce qui est intéressant. Donc je pense qu'à court terme c'est faisable et c'est pour ça que les statistiques montrent qu'à court terme la productivité augmente, les gens sont contents, ils peuvent et donc ils donnent un peu plus pendant un délai un peu plus court. Mais à mon avis, pour l'intérêt de l'humain et pour l'intérêt de l'entreprise, il faut garder ces moments un peu plus mous comme ça, ces moments d'échanges qui ne sont pas productifs mais qui sont importants quand même. Donc à terme, j'imagine que la productivité sur 4 jours va ressembler à la productivité sur 5, mais 4/5 de cette productivité-là. Ça veut dire qu'il faudrait compenser ça par engager 20% de personnes en plus. Et puis dans des métiers comme le nôtre, on n'a pas cette rentabilité-là pour pouvoir se permettre ça. Donc pour l'instant, je ne vois pas le truc comme réellement viable. Maintenant, je reste à l'écoute et puis je regarde ce qui se fait à gauche, à droite.
mais j'ai pour l'instant quelques réticences. Ouais, ok. C'est vrai que, en tous les cas, tout ce qu'on fait dans un premier temps est excitant, est nouveau, et puis après, c'est une normalité, et puis voilà, on tend que ça stagne, entre guillemets, s'il n'y a pas des petits piqûres de rappel, des petits défis supplémentaires. Et Ouais, puis même, si on se disait qu'on arrivait à garder cette productivité intense sur 4 jours pendant des années, je ne pense pas que les gens seraient très heureux là-dedans. En fait. Je pense que ça serait difficile à vivre et ça rendrait ces 4 jours encore moins supportables que les 5 jours aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça rendrait les gens plus heureux non plus. je vais t'envoyer un podcast où il parle de ça. Volontiers. Ton retour m'intéresserait. Et d'ailleurs, je le mettrai aussi dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai pas encore de site internet. Il va sortir normalement, on m'a dit, fin de ce mois. Et donc, je pourrais mettre aussi plus de détails dans les épisodes. Typiquement, un lien sur Gamadia. Tu vois, pas mal de choses. Ton lien LinkedIn. Voilà, ça, c'est une chose que je vais faire pour tous les épisodes. Et les notes aussi par rapport à ce dont on parle. Et cette partie-là sur la semaine de 4 jours. Ton retour m'intéresse. Donc je me note de t'envoyer ça. Et puis j'ai noté, toi tu penses qu'aujourd'hui c'est sain de travailler moins et que dans tous les cas, je dis tu penses, mais c'est une réalité. Aujourd'hui les gens veulent moins travailler. Mais toi en tant qu'entrepreneur, en tant que coordinateur, tu développes des structures, tu as développé une structure. Qu'est-ce que ça te fait travailler moins, ça te parle, tu vois, je te pose cette question parce que c'est marrant, j'en parlais hier avec ma copine hier soir, on mangeait et puis elle m'a dit, j'en parlais avec Seb aussi qui est derrière les caméras, où moi, une journée pour moi est assez chargée. J'ai pas trop de temps mort si on veut, ou alors il y a les midis si je vais manger avec un client, ou parfois je mange aussi avec des amis. Donc voilà, midi c'est un peu plus tranquille. En l'occurrence, si c'est des clients, ça reste un peu pro quand même. Tu parles aussi peut-être d'affaires, tu parles de projets. Et je dis ça, là on fait un podcast, c'est le truc le plus cool au monde, donc là c'est bien. Mais typiquement hier soir, je suis rentré assez tard, j'ai fait à manger 30 minutes, et puis après, podcast. Je suis en préparation pour mes 2 épisodes d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est... Alors, travail, on l'appelle activité, hobby, passion, peu importe, mais moi en tout cas, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec la majorité de mes invités en tout cas, il y a tout le temps une activité, très très souvent. Et toi, travailler moins, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire travailler moins chez Gamadia, ça me permettra de lancer un autre projet? Ou ça veut vraiment dire travailler moins pour Gamadia, avoir plus de temps pour ma famille, plus de temps pour moi? Alors moi, je ne suis pas un workaholic. Hein. Je ne pense pas que l'entrepreneur il doit travailler 60-70 heures par semaine. J'ai toujours essayé de ménager mes week-ends, mes soirées. Je l'ai dit en introduction, j'ai une famille avec pas mal d'enfants, donc j'ai dû être présent et c'était très bien. Ça m'a gardé un équilibre aussi entre vie privée et vie professionnelle qui était important. Donc oui, l'entrepreneuriat c'est intensif, oui, ça prend beaucoup d'énergie, oui, parfois il faut recommencer à bosser le soir, oui, parfois ça mange un bout des week-ends, mais il faut se protéger, à mon avis, là contre. Et puis, moi, dans la tête, ça continue à tourner, dans la tête il y a les idées, là, je prends des notes à gauche, à droite sur différents éléments, à différents moments de la soirée, de la nuit, non pas la nuit, mais des fois le matin, des fois, etc. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est permanent, mais qui n'est pas non plus... j'ai besoin d'avoir un équilibre, j'ai besoin de faire un nombre d'heures qui soit raisonnable pour trouver un équilibre. Donc, c'est vrai pour moi, je pense que ça l'est un peu pour tout le monde, d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais après, il y a des moments dans la vie où on n'a pas tous les mêmes besoins en même temps.
On a eu récemment des discussions chez nous avec certains collaborateurs qui aimeraient travailler plus que les heures qui sont prévues parce que le projet les intéresse, parce qu'ils sont à fond, parce qu'ils ont envie d'avancer et puis passer un moment dans leur vie qui fait que le boulot peut prendre beaucoup de place. Et puis on en a d'autres qui effectivement ont un moment parce qu'ils ont des activités à côté, des passions, des familles, etc., où ils veulent plutôt travailler moins. Donc il faut aussi accepter ça et puis vivre, enfin accepter qu'on ne vit pas tous la même chose en même temps et puis qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais ma remarque plutôt, c'était, je sais pas, mon grand-père a dû vivre avec 6 jours par semaine, la semaine de 6 jours, et puis nous on vit la semaine de 5 jours, mais peut-être que cette tendance d'aller vers une semaine plus légère, moins d'heures, me paraît quand même juste. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la semaine des 4 jours? Je suis un peu réticent, mais de diminuer le temps de travail me paraît sain, quoi. Mais peut-être à la carte. Peut-être que si les gens... Enfin, l'idée, c'est plutôt de rémunérer bien les gens, plus que correctement, pour que les gens puissent ensuite décider, dire, OK, je peux me permettre de travailler à 80%, parce que je le souhaite. Mais pas parce qu'on me dit, tu dois travailler à 80%, tu dois venir 4 jours, tu dois être à fond pendant 4 jours, c'est intense, etc. Mais c'est le rythme habituel, mais je décide de le faire sur 4 jours parce que j'ai les moyens de le faire, quoi. Donc ça, je trouverais plus intéressant. Et tu as parlé d'un chouette outil que vous avez. On n'en a pas parlé, mais je veux quand même en parler. Donc Tipeee, qui est une des 3 applications, un logiciel que vous développez. C'est juste. Ouais. Qui est, je crois, la plus grande au sein de vos produits. Hein. Oui, c'est juste. Est-ce que tu peux peut-être en parler des 3 produits que vous avez? Oui. Donc, quand j'ai repris la boîte, il y avait 5-6 personnes. C'était un moment dans la boîte où il y avait un challenge au niveau entrepreneurial. Et puis, il y avait des embryons de produits comme ça qui m'ont semblé intéressants et des gens qui me paraissaient aussi très intéressants. La plupart sont toujours dans l'aventure aujourd'hui. Donc, c'est assez cool. Et puis, parmi ces produits, il y avait effectivement un embryon de quelque chose qui était autour de la gestion d'équipe, qui me plaisait bien. Dans ma boîte précédente, j'avais vécu les difficultés de gérer les présences, les absences, et gérer les équipes, la communication, faire en sorte que tout ça soit fluide. Je n'avais pas trouvé quelque chose qui me plaisait là-dedans. Et puis je savais que c'était souvent une douleur pour les PME. Donc là, je voyais quelque chose à faire évoluer là au milieu. Et puis effectivement, de fil en aiguille, on a fait grandir, on a développé, on l'a fait avancer. Aujourd'hui, on a une application destinée aux PME de quelques employés à quelques centaines d'employés. On a quelques clients qui ont 1000, 2000 employés, mais disons généralement de 10 à 200 employés. C'est la cible première. Et puis qui est là pour organiser la collaboration et fluidifier la communication à l'intérieur de l'entreprise. Un des gros axes, c'est la gestion du temps. La manière de gérer le temps dans l'entreprise est toujours quelque chose d'assez sensible. Comment est-ce qu'on calcule les présences, les absences, à quel moment c'est du travail, à quel moment ça ne l'est pas, etc. Donc là, chaque entreprise a sa manière de faire, chaque domaine d'activité a c'est peut-être ses CCT, ses conventions collectives. Il y a la loi, le SECO, la loi sur le travail qui donne un cadre général aussi. Et là, au milieu, si on peut être créatif et construire quelque chose qui fonctionne bien tant pour l'employé que pour l'employeur, c'est super intéressant. C'est un domaine qui est super sensible parce que l'employé, si il a l'impression qu'on calcule mal ses heures, il va se sentir hyper démotivé, c'est hyper frustrant. Et puis l'employeur, s'il a l'impression qu'il paye trop d'heures, ça va le stresser aussi. c'est souvent un coût très important, donc c'est important. Donc c'est un domaine plein d'émotions, d'un côté comme de l'autre. Et si tu le gères de manière propre, transparente, si tu fais des calculs qui sont compréhensibles, etc., ça devient quelque chose qui calme beaucoup et qui devient très, très harmonieux dans les entreprises qui utilisent un bon outil par rapport à d'autres entreprises. Donc ça, je pense qu'on apporte vraiment quelque chose d'intéressant aux PME. Donc ça, c'est la partie gestion du temps. On va gérer éventuellement les timbrages, les plannings, la saisie des heures, les absences, les demandes d'absence, les vacances, etc. Enfin, tout est géré au même endroit, plus le timesheet. On peut attribuer des heures à différents projets aussi. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour du temps dans l'entreprise. Et puis,
Et puis à côté, il y a le portail RH qui est intégré aussi dans le même outil, où là, on a des choses comme les documents RH, les fiches de salaire, on a les notes de frais, on a des outils de communication interne, on a des tâches, etc. Donc il y a différents modules qui peuvent être ajoutés là autour. Et le but, c'est de simplifier la vie de l'employé, qu'il ait dans sa poche, sur son smartphone, toute l'information dont il a besoin, et puis que ce soit aussi par ricochet dans l'intérêt du chef d'équipe, du RH, de la direction, etc. Et je me pose une question, parce qu'aujourd'hui on veut changer de ERP, ça ne va plus en termes de croissance, de continuer avec le ERP qu'on utilise aujourd'hui. Dans la majorité des ERP que je regarde, et ça m'attriste, mais justement, je ne sais pas comment. Et oui, en fait, c'est très bien que ça vienne comme ça. Enfin, que j'y pense là en ce moment. La majorité des ERP ont cette partie gestion de temps intégrée. Donc, comment est-ce que Tipeee, en fait, comment Tipeee va s'intégrer avec un ERP où il y a déjà un module gestion de temps, ou finalement pourquoi utiliser Tipeee plutôt qu'un de ces modules où ils sont déjà intégrés. Par exemple, citons Abacus, qui n'est pas un ERP, je l'avais regardé, mais ouais, c'est quand même trop conséquent par rapport à notre taille et par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà, ERP suisse, bonne réputation. Eux, ils ont la gestion de temps. Et ce que je vois comme positif, c'est que finalement, après toute la partie projet aussi, la facturation, tu vois, tout est intégré. Est-ce que tu as des clients qui utilisent des ERP comme Abacus ou autres qui utilisent Tipeee à la place de leur... Ah ouais, ok. En fait, on a plein de clients qui ont Abacus d'un côté et qui ont Tipeee à côté, et puis on a des passerelles entre les deux pour faire passer des informations. C'est un peu la question de est-ce que tu veux avoir le meilleur outil dans chaque domaine d'activité. Pour les RP, c'est beaucoup plus la partie projet, la partie finance, la partie salaire, etc. Et puis pour nous, on est très bon dans cette partie gestion du temps, la partie humaine, etc. Si tu fais la combinaison des deux, tu as le meilleur des deux mondes. Et si tu peux en plus les faire parler par des intégrations, ça devient très intéressant. Donc là, tous nos clients ont un ERP en fait. Tous nos clients ont un outil de gestion, un outil de facturation, un outil de salaire, etc. Parce que tu me parles de clients de 200 personnes. Tu vois, je me suis dit, oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Et puis, aucun de ces outils n'arrive à faire ce qu'on fait au niveau de la gestion du temps. En fait, on arrive à aller beaucoup plus loin, à être beaucoup plus précis, à donner des informations beaucoup plus claires à l'employé. Donc, c'est notre spécialité, c'est notre domaine d'activité, la gestion du temps. On dirait que c'est additionner 2-3 heures par-ci par-là, mais dès que tu rentres dedans, c'est touffu et c'est intéressant. Et chaque entreprise a une légère différence dans sa manière de gérer le temps. Parfois, dans l'entreprise, entre 2 départements, 3 départements, tu peux avoir 3 manières de gérer le temps différemment. Et c'est ce qui fait la force. Et ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Alors, tu peux avoir l'ERP, puis une mini-gestion du temps. On voit les gens, des fois, commencent avec ça. Puis après, ils coincent là-dedans et puis ils viennent chercher une vraie solution qui fait ça correctement. Et puis, en plus, on a cette plateforme employée qui est aussi plus performante que ce qu'on peut trouver dans les ERP, qui combine bien l'ERP. Si tu veux. On n'est pas concurrent dans l'ERP, on parle beaucoup de chiffres de francs, etc. Nous, on ne parle jamais de francs dans Tipeee, à part un peu dans les notes de frais, mais sinon, on n'en parle pas. Les notes de frais, c'est peut-être un truc que tu peux trouver des deux côtés, tu peux choisir celui que tu veux. Ça, c'est peut-être le seul endroit où on est. Ça peut être effectivement l'un ou l'autre. Pour le reste, nous, on va gérer des heures, on va gérer des présences, des absences, on va gérer des nuits, des indemnités, des choses comme ça, mais c'est toujours en occurrence, en heures, et puis on va pousser ça dans l'ERP qui ensuite va transformer ça en francs si c'est nécessaire, quoi. Donc typiquement, si dans une entreprise, tu as des gens qui font du piquet, ou si tu as des gens qui travaillent le week-end ou le soir, etc., ou des horaires spéciaux, etc., ou le samedi, etc., on va pouvoir calculer toutes ces heures-là et puis les envoyer dans l'ERP, puis l'ERP va traduire ça en salaire si c'est nécessaire. Mais on saura bien, nous, relever ça sur le terrain, faire que la personne qui travaille à l'heure, par exemple, puisse noter ses heures correctement, que ce soit bien clair, que ce soit validé, etc. Donc tout ça va être très simple du côté de l'entreprise. Et j'ai vu que vous avez adapté une partie pour le piquet
Ouais, on est content parce qu'on fait du piquet pour gérer des data centers. Et là, ça a facilité cette partie-là. Mais tu vois, ça fait longtemps qu'on fait des piquets. Et puis, en fait, on a eu plein de demandes sur les piquets pour améliorer les piquets. Puis, on est passé vraiment à une version beaucoup plus puissante sur les piquets qui permet de faire une multitude de choses pour une multitude de besoins de clients. Et puis voilà, ça répond à ton besoin, ça répond à des besoins dans des domaines d'activité qui sont hyper variés avec cette nouvelle fonctionnalité. Et c'est quelque chose que tu ne trouveras pas dans un ERP. C'est normal parce que ce n'est pas leur domaine d'activité. Donc notre approche, c'est vraiment de dire, au lieu d'avoir un outil qui fait un peu tout bien, prends l'outil que tu as, qui va faire juste ce dont tu as besoin pour ta gestion de ta comptabilité, tes salaires, ton stock, etc. Et puis de l'autre côté, prends un outil pour la gestion du temps correct pour calculer ça correctement et que l'employé soit à l'aise avec ça, quoi. C'est important. Je suis content d'entendre ça. Odoo, vous bossez avec? Oui, on a aussi des interfaces avec Odoo. Ouais. Ah bah ouais, alors c'est des bonnes nouvelles. Ok. Non, on est interfacé avec tous les ERP du marché, en fait. Okay. On a chaque fois des interfaces plus ou moins avancées selon les ERP, selon l'intérêt mutuel, mais nous, on est vraiment ouvert à communiquer le plus possible avec les ERP, quoi. Okay. Du coup, ça va dans les deux sens. Tu peux faire plein de dialogues entre les ERP et nous, quoi, en fait. Ok. Et puis, vous êtes... Donc Gamadia est présent dans le domaine des RH. En faisant mes recherches pour notre conversation, notre épisode, j'ai vu que tu as intervenu aussi quelques fois, en tout cas une fois, c'est quoi, HR Today, hein, le magazine. Ouais. Voilà. Et tu m'avais dit, quand on s'était vu la dernière fois, qu'il y avait, je ne vais pas forcément les citer parce que je crois que c'est un de vos clients. Normalement, je cite tout, mais là je ne sais pas si tu veux. Donc, je ne vais pas les citer, mais une entreprise, je crois une DRH, je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais en gros, elle était venue ici, elle était intéressée par un espèce d'atelier que vous avez vous mené pour parler RH entre soit différentes DRH ou le département RH c'est une grande entreprise dans l'horlogerie. C'est juste. Hein. Ouais, ils nous ont contactés en voyant un peu nos méthodes de travail, etc. Et puis le fait qu'on soit... On voit beaucoup d'entreprises, on voit beaucoup le monde RH dans les entreprises, en fait, dans différents domaines d'activité. Et puis, typiquement, la semaine de 4 jours, on a quelques clients qui ont mis ça en place avec Tipeee, mais je crois 2 ou 3, mais sur plus de 1000 et quelques entreprises qui utilisent Tipeee. Donc, ça reste quand même assez rare pour l'instant. Mais typiquement, on voit comment ils l'ont mis en place, on a dû les aider. Donc, ça fait qu'on a une expérience, un benchmark RH important dans des domaines d'activité qui sont hyper divers et variés. Et puis cette grande entreprise, qui n'est pas cliente chez nous, voulait échanger sur les nouvelles pratiques RH. Je sais pas. Dans le doute, je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Et puis, ils avaient effectivement une journée ouverte avec leurs différents DRH des différentes sociétés du groupe. Et puis, ils voulaient découvrir d'autres manières de fonctionner. Et on a fait un atelier où on a parlé de plein de choses, de la culture du feedback, de l'agilité, de la flexibilité, des OKR, de la durabilité, etc. Donc c'était un peu notre quotidien qu'on partageait avec eux, et ça a fait des discussions qui étaient géniales, super intéressantes. Ouais. Mais donc aujourd'hui, toi qui es dans le secteur RH, on a parlé un peu des tendances. Voilà, on tend vers l'holacratie, même si on ne l'est pas directement. Est-ce qu'il y a d'autres tendances ? Alors d'abord, je dirais qu'il y a rien qui marche pour tout le monde, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas de règle, en fait. L'agilité, ça peut marcher pour une entreprise, mais c'est un peu une philosophie, quoi. Donc il faut que ça parle, il faut que ça soit vécu, puis pas juste que ce soit sur du papier. Donc il n'y a pas de leçon à donner pour tout le monde. Mais dans les mouvements qu'on voit, il y a bien sûr ce côté télétravail, il y a la partie flexibilité du temps de travail, il y a la partie agilité aussi qui devient une réalité, qui n'est
est parfois qu'un mot sur un papier, mais qui devient une réalité dans de plus en plus de boîtes. Je pense que c'est sain. Il y a cette culture aussi du feedback, culture de l'échange, de la confiance, de dire les choses, qui me semble être aussi une tendance intéressante. Ouais. Et on parle beaucoup d'humain. Il y a dans tout ça, l'intelligence artificielle. Un super complément à l'humain, quoi. Non, mais c'est un super pouvoir. Ouais, exactement. Ouais. Mais en fait, c'est un des super pouvoirs qu'on a déjà. Enfin, c'est un nouveau super pouvoir. Moi, j'ai commencé ma première boîte en 1990. On avait un ordinateur avec du DOS. C'était déjà génial de pouvoir faire un certain nombre de choses avec ça. On a eu le fax. Enfin, voilà, je ne vais pas faire le vieux schnock qui pille tout le truc. Mais l'ordinateur, c'était quand même une évidence au début. Mais les autres boîtes autour de moi avaient peu ou pas d'ordinateur. Ensuite, Internet, et puis on a été un des premiers sites, on était parmi les 100 premiers sites web en Suisse avec ma boîte. Donc puis là, c'était de nouveau une révolution. Donc là, on a de nouveau gagné du temps, on a optimisé un grand nombre de choses dans la communication, dans la vente, etc. Ensuite, le smartphone a été de nouveau pour moi un game changer. Et puis aujourd'hui, l'IA, quoi. Entre deux, il y a bien sûr des évolutions, des changements, mais en regardant derrière, on voit que chacun de ces éléments a apporté quelque chose. Et puis, il apporte de la rapidité, il apporte de la facilité, mais il apporte aussi du confort, il apporte aussi une amélioration des échanges, etc. Donc, je vois l'IA dans le même ordre de grandeur. C'est de nouveau un saut qu'on fait et on se demandera un peu comment on a fait avant, quoi, sans ça. Et aujourd'hui, nous, on commence à l'utiliser un peu partout dans la boîte, ça s'intègre dans la boîte. On est très ouvert à essayer plein de choses, à tester plein de choses. On a une seule limite, c'est les données de nos clients qui ne doivent pas du tout aller sur l'IA. Ça, c'est clair. On pense qu'on ne doit pas nourrir la bête. L'IA, aujourd'hui, prend ces données pour apprendre et on peut la nourrir avec des choses simples, mais pas avec des données clients, quoi, en fait. Donc ça, c'est la seule limitation qu'on s'est donnée en interne. Mais pour le reste, on essaye dans l'équipe marketing, dans l'équipe support client, dans le code, enfin, dans la rédaction de contenu. On a plein de niveaux différents. On l'utilise, mais ce n'est pas l'IA qui va rédiger notre contenu. C'est l'IA qui va nous permettre de rédiger un meilleur contenu, en fait. Donc c'est un outil pour faire mieux, quoi, en fait. Ou plus vite ou mieux. ChatGPT ChatGPT principalement. Entre autres, ouais, okay. Ouais. Dans le code, il y a Copilot, enfin il y a différents outils qu'on peut utiliser. Mais... Ok, en tout cas vous êtes dedans, vous regardez, vous suivez. Ouais, clairement, ouais. Non, c'est super intéressant. Et puis on traite aussi pas mal de données de clients. Ça aussi, il y a quelque chose qui va bouger de ce côté-là à l'avenir, avec toutes les limitations, les risques, la sécurité qui va avec, mais il y a quelque chose qui peut bouger là, qui peut être vachement intéressant. Et il y a eu des formations avant, où c'est de l'autodidacte. Comment est-ce que les équipes ont appris ces compétences? Vous avez fait quelque chose, vous en avez parlé tous ensemble? On a parlé de la position de la boîte par rapport à l'IA, de dire oui, go, allez-y, cherchez, creusez, formez-vous. Enfin, on a un système où les gens ont un budget de formation. Ils peuvent choisir sur quoi ils veulent se former. Donc, on les a incités à aller chercher de ce côté-là, selon leur domaine d'activité. Et puis on a posé ce cadre des données clients. C'est la seule limitation. Mais pour le reste, prenez le temps, allez-y, faites-le, découvrez. Et puis, du coup, ça a fait des petits projets qui ont démarré à gauche, à droite, et puis des gens qui sont plus ou moins convaincus, qui l'utilisent plus ou moins, et puis ça s'intègre dans nos processus partout, quoi, en fait. Ok. Et ce budget, tu peux le citer? Oui, alors on a commencé ça il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi. Chaque personne chez nous a un budget annuel de 1000 francs et de 30 heures pour se former sur n'importe quoi, pour autant qu'il y ait un intérêt direct ou indirect pour notre activité, pour nos clients, en fait. Donc celui qui viendrait en disant je vais me former sur l'apiculture, il faudra qu'il nous dise pourquoi ça peut avoir un intérêt, mais on n'a jamais dû freiner, en fait. Donc les gens ont toujours une bonne raison de se former. Et puis ils peuvent librement choisir de
où ils mettent ce budget, comment ils le mettent, comment ils gèrent ça. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on stimule le partage de retours après ces formations. Donc, c'est notre nouveau challenge maintenant, c'est de stimuler ça et puis de faire que celui qui a été formé, celle qui a suivi telle ou telle formation, elle puisse revenir et puis partager et puis qu'on réfléchisse comment ça peut avoir une influence dans l'entreprise au-delà de la personne qui s'est formée. Ok. Avant qu'on passe à la partie 2, comme tu l'as noté et je l'ai noté aussi, je voulais quand même parler de l'organisation IO, Ouais. Entrepreneurs Organization, parce que la première personne, en fait, moi, j'ai connu cette organisation par le biais de Grégory Ferret, qui était à l'époque où on avait fait le podcast ensemble, président de l'organisation. C'était aussi une époque où moi, je commençais à entendre parler des différentes organisations qu'il y a, APM, Groupement des jeunes dirigeants, IO, YPO, enfin voilà, il y en a énormément. Et toi, justement, comme on l'a dit avant, tu es chez IO depuis quelques années, 2017 2019 Ouais, non, 17, je pense. 17, hein. 2017. Et tu m'en as parlé aussi la dernière fois qu'on s'était vu. Qu'est-ce que ça représente pour toi? IO, c'est un de mes cercles, c'est un de mes groupes qui est important. Quand on est entrepreneur, on a cette solitude de l'entrepreneur qui apparaît parfois où c'est difficile de partager en fait. Quand on a quelque chose de positif ou quelque chose de problématique, parfois c'est difficile de partager avec des gens qui comprennent ou qui peuvent avoir vécu ou vivre les mêmes problématiques. Je prends toujours l'exemple d'un moment où on peut avoir dans toutes les boîtes des soucis de liquidité. Avec qui est-ce qu'on peut échanger là autour? Avec qui est-ce qu'on peut en parler? Difficile d'en parler avec sa femme qui va avoir, ça va créer du souci supplémentaire. Difficile d'en parler avec les employés qui vont se dire que tout va mal. Difficile d'en parler avec des copains qui vont se dire t'avais qu'à faire mieux. Et puis donc typiquement de se retrouver avec 7 ou 8 personnes autour d'une table et puis de pouvoir poser son problème sur la table en sachant que c'est tous des entrepreneurs, en sachant que ce qui est dit autour de cette table va rester confidentiel et en demandant un partage là autour, en disant voilà mon problème c'est ça, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce qui m'arrive, voilà le souci que j'ai, je peux obtenir plusieurs partages hyper intéressants, hyper enrichissants qui vont me donner des angles pour des idées, des pistes, des échanges ou simplement de la compassion. Et ça fera déjà du bien de savoir que d'autres ont vécu ou vivent ou peuvent avoir vécu les mêmes choses, quoi, en fait. Donc IO, c'est ça pour moi, c'est vraiment le partage. L'idée, c'est de grandir. En fait, c'est 2 amis qui m'en ont parlé, Grégory Ferret et Miles Hopwood. Les 2 m'ont dit, mais viens, ça c'est sûrement intéressant. Moi, je ne suis pas tellement un homme de cercles comme ça, de clubs et tout, donc j'ai un peu résisté et puis ils m'ont invité à une heure, 2 heures de présentation et puis j'étais dans cette séance et expliquais un peu le principe et je regardais un peu autour de la table et puis il y avait une caractéristique commune de tous les gens qui étaient autour de cette table, c'était tous des entrepreneurs qui avaient envie d'avancer en fait, qui avaient envie de grandir, pas de grandir leur boîte mais d'évoluer en fait, et puis c'était pas des entrepreneurs un peu posés comme ça, un peu tranquille sur le recul en disant j'ai tout réussi, je suis le roi du monde, et que c'était plutôt des gens qui se remettaient en question, qui avaient envie d'avancer. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis je me suis lancé à ce moment-là. Et puis ce que j'ai vraiment trouvé, il y a 3 niveaux dans IO. Il y a l'IO international, c'est à la base une structure américaine qui est présente dans à peu près tous les pays. Donc il y a un réseau international, il y a des events au niveau international avec des présentations assez prestigieuses, assez géniales, qui sont quelque chose d'un peu particulier. Alors, moi, c'est pas ce que je recherche en premier, mais certains membres, c'est leur priorité. Ensuite, il y a le chapter, comme on appelle ça, c'est IO Suisse romande. Là, on a une 50aine d'entrepreneurs et entrepreneuses en Suisse romande. Et puis là, on se rencontre 6-7 fois par année, parfois un peu plus, pour des events, pour aussi des présentations, des choses comme ça. Ça, c'est facultatif. Et puis, c'est toujours très sympa de rencontrer d'autres membres. Et puis, on a un forum, et c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus. C'est entre 6 et 10 personnes qui se rencontrent tous les mois
pendant 3 heures et puis qui vont se retrouver autour de la table dans un environnement complètement confidentiel. Les gens qui sont autour de la table sont ni tes concurrents, ni tes amis, ni tes clients. Donc c'est les règles, ça ne doit pas être l'un de ces trois-là, sinon tu ne peux plus parler ouvertement. Si tu dois parler, je reprends l'exemple des liquidités avec un concurrent ou un client, ça ne va pas aller, ou un fournisseur, ça c'est pas possible. Donc si on veut pouvoir s'ouvrir, il faut vraiment que les gens soient neutres. Donc on fait très attention de créer des groupes où il n'y a pas de contradiction dans le fonctionnement. Et puis il y a des règles très strictes pour partager autour de la table et on ne se donne pas de conseils. On est tous des entrepreneurs avec un ego, on a tous envie de dire qu'on sait, mais on doit se réfréner un peu. Et puis l'idée, c'est de ne pas donner des conseils aux autres, mais de partager des expériences. Si tu me dis que tu as un problème dans tel ou tel domaine d'activité, puis que je te dis, tu devrais faire comme ça, puis que tu suis mon conseil, mais que ça ne marche pas, tu vas avoir un ressenti par rapport à moi. Puis si tu ne suis pas mon conseil et que tu te plantes, je vais avoir un ressenti vis-à-vis de toi. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc l'idée, c'est que j'ai peut-être envie de te donner un conseil, mais je ne dois pas le faire. Il y a quelqu'un qui va autour de la table être le référent pour éviter qu'on se donne des conseils. Et puis, si quelqu'un donne un conseil à l'autre, on tape sur la table et puis on arrête et puis on reformule. En fait, on doit vraiment éviter de donner des conseils, mais on est vraiment dans le partage. Donc, si tu vis quelque chose de difficile, je vais te partager une expérience difficile de mon côté, ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sorti, positivement ou négativement. Et puis, tu feras ce que tu veux de ce partage, en fait. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus équilibré. Les temps de parole sont réglés aussi pour qu'on puisse vraiment être tous équilibrés entre nous et ça rend les choses très intéressantes. Et puis, ce n'est pas que professionnel. On a 3 aspects. Il y a le côté de l'entreprise, bien sûr, mais il y a le côté famille, couple, et puis il y a le côté perso. Et on vient sur ces 3 sujets pour essayer de grandir un peu dans toutes les directions. En 2017, c'est la première fois que tu entrais dans ce genre de club, organisation, association? Oui, j'avais été voir d'autres clubs. Enfin, on m'avait proposé d'autres éléments, mais je n'avais pas trouvé ça, en fait. C'est vraiment ce qui me convient. Mais il faut ceux qui viennent d'OIO, il faut qu'ils cherchent un peu quelque chose comme ça. Si on vient d'OIO pour faire du business, ça ne va pas. On doit a priori pas faire du business entre nous. On doit en tout cas pas faire la promotion de notre business entre nous. Et puis, donc voilà, si on cherche du business, on cherche du réseau pour le business, il faut aller ailleurs, quoi, en fait. Ouais, ok. C'est un groupement que tu recommandes. J'aurais dû poser la question autrement. Là, je te pousse un peu vers la question. Je voulais te demander, voilà, c'était quelque chose que tu recommanderais à toute personne qui a une entreprise? Pas toute personne. Quand j'en parle. Pour moi, ça m'apporte beaucoup. Donc j'aime bien en parler. Mais il faut que la personne cherche quelque chose comme ça. Si elle n'est pas là-dedans, il ne faut pas qu'elle vienne dans IO. En fait, ça ne sert à rien. Donc c'est pas pour tout le monde. Il y a d'abord quelques critères. Il faut être actionnaire principal, décideur dans la boîte. Il faut que la boîte fasse plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et il faut avoir des employés. Ce qui fait on rentre dans des problématiques qui sont un peu comparables. Des employés? Il n'y a pas une ligne? Non, ça peut être deux? Oui, tout à fait. Ouais. Mais si tu n'as pas d'employé du tout, ça arrive parfois. On a eu un membre dans mon forum. C'est pas la même chose en fait. Il a beaucoup de sous-traitants, mais il n'a jamais d'employé lui. Du coup, il manque quelque chose en fait. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de la gestion des RH, etc. Donc ça, c'est pour être membre IO. Puis après, il y a un autre élément qui est l'accélérateur IO, où là, à partir de 250 000 francs de chiffre d'affaires, les gens peuvent venir pour accélérer et puis essayer d'atteindre le million de chiffre d'affaires pour ensuite développer la boîte plus loin. Donc c'est juste un moment pour passer de 250 à 1 million, qui est toujours un moment un peu difficile. Ça fait aussi partie du programme IO. Donc soit on est membre, soit on est accélérateur. Ok. Très bien Jean-Marc. Pour moi, cette partie 1, elle est bien de cette façon-là. Est-ce que toi, tu avais d'autres points? Un point, tu m'as dit, on a 3 produits. J'ai parlé que d'un seul produit. Juste, les 2 tiennent à cœur aussi, les 2 autres. Donc, je voudrais juste dire un mot là-dessus. On a donc Tipeee, gestion de l'humain dans l'entreprise. À côté de ça, on a un produit qui s'appelle DSI, qui est un produit d'une sorte de dossier du patient pour les institutions sociales. Donc, chaque fois qu'une institution va suivre un bénéficiaire, un patient sur une longue durée, c'est un produit qu'elle peut utiliser pour gérer le bénéficiaire. Donc là, on parle de
d'institutions dans le monde du handicap, dans le monde de la réinsertion, dans le monde des problèmes psychiques, des EMS, la pédagogie spécialisée, etc., etc., des migrants, enfin, chaque fois que les addictions, enfin, il y a plein de domaines d'activité où une institution va aider des gens qui ont un problème d'autonomie et pour les aider à évoluer, à avancer en fait. Et puis cet outil permet vraiment d'accompagner les bénéficiaires sous différents aspects. On peut mesurer un certain nombre de choses, on peut accompagner. Donc c'est vraiment un outil qui permet de mieux accompagner le bénéficiaire. Donc ça c'est chouette. On est numéro 1 en Suisse romande dans ce domaine-là. Et puis le troisième produit, c'est Mooncare. C'est un produit pour les sages-femmes. À peu près toutes les sages-femmes en Suisse utilisent cette application. Donc là, on a chaque fois qu'une sage-femme va accompagner une mère pendant la grossesse ou éventuellement pendant l'accouchement, et plutôt après l'accouchement, le postpartum, la mère, l'enfant, parfois le père aussi. Tout ça, c'est l'outil que la sage-femme va utiliser sur le terrain pour saisir, suivre, organiser, anticiper, etc. Ces situations qui sont parfois fantastiques, puis parfois très problématiques, et puis du coup, il faut pouvoir bien gérer ça. Donc ces sages-femmes qui sont des femmes qui vivent ces moments très forts dans tous les sens, ont besoin d'un outil pour pouvoir bien gérer ça. Et puis ensuite, ça automatise toute la partie qu'elles n'aiment pas, qui est la partie facturation, la partie statistique. Il y a plein de statistiques au niveau fédéral qui doivent être faites, qui sont faites automatiquement avec l'outil. Ok. Donc, probablement que le jour où j'ai pas encore d'enfant et qu'il y a une sage-femme, elle utilisera un produit de Gamadia. Probablement. T'es vraiment partout dans ma vie, quoi. Tu me diras. Ouais. Très bien, Jean-Marc. Je te propose qu'on passe à la partie 2 et on a terminé avec les produits de Gamadia. Dans la partie 2, on a pas mal parlé d'humain aussi. Hein. Dans la partie 2, on va parler d'humain, mais un peu plus de toi. D'accord. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Oumana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao, ciao!